Et je vous propose qu'on passe sans transition, selon l'expression consacrée, de la chambre d'hôpital directement à cette pièce et de la bienveillance du personnel soignant à la bienveillance de Dia, enfin surtout de Ramesh, qui est derrière, qui est l'inventeur ou le créateur, je ne sais pas comment il faut dire, inventeur ou créateur? On dit inventeur. Mais on ne sait plus trop si c'est véritablement un robot ou jusqu'à quel point elle nous veut du bien, Dia. Donc Ramesh Kossi est donc le fondateur de Partnering Robotics. Je prends mes antisèches pour être sûr de rien oublier, Ramesh. Et qui également est en charge de la chaire industrielle RoboEthics de la fondation Grenoble INP. Et avant de commencer l'intervention de Ramesh, je voulais, si Jean-Paul veut bien nous passer le slide, vous présenter l'ancêtre, je crois, de Dia que j'ai découvert la semaine dernière lors de l'Assemblée générale de l'association MEG. MEG, c'est Mémoire de l'électricité et du gaz et de l'éclairage public, que certains d'entre vous connaissent. Et ce sont des anciens techniciens d'EDF qui ont passé leur vie professionnelle à collectionner des vieux appareils qu'ils trouvaient ici ou là. Et lors de la pause de l'Assemblée générale, je suis tombé sur Ella. Ella, qui est un appareil qui date de 1910. C'est bien l'ancêtre de Dia, qui en fait était un ozoniseur. Pas un ozoniseur de piscine, parce que vous savez maintenant on met des ozoniseurs dans les piscines, mais qui était un appareil de traitement de la qualité de l'air dans les appartements parisiens. Donc c'était un des premiers usages de l'électricité, qui visait probablement à purifier l'air. Je ne sais pas trop comment, parce qu'il est écrit que c'était sous forme d'une décharge électrique, que c'était une médication, hein, qui était en vogue en 1910, dont peut-être d'ailleurs Émile Zola aurait eu vraiment besoin, puisqu'il est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone en 1902. Je dis ça parce qu'on fête aujourd'hui les 120 ans de la publication du texte J'accuse. Ben voilà, bon, j'arrête là, mais je me disais que je trouve qu'un siècle d'histoire, et à vous la parole. Bon, merci. Généralement, moi, comme je suis un grand fan de comics, de Marvel, de Star Wars, moi, je dis que Dia, c'est l'ancêtre de R2D2. Et il est ici, donc vous pouvez le voir, mais voilà, il y a des gens qui ont plein d'idées avant. Le terme d'inventeur, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il faut avoir l'idée, mais je travaille avec une équipe de plein de jeunes qui ont contribué, qui sont des co-concepteurs du robot. Il y en a plus d'une vingtaine qui ont contribué comme ça à donner naissance à Dia-One, qui est finalement un condensé de technologie. C'est un objet qui est interdisciplinaire. Alors, c'était formidable d'avoir le professeur auparavant, parce que lui-même est dans un domaine, et vous voyez qu'il fait appel à d'autres technologies pour pouvoir monter la barre. Et je pense qu'au XXIe siècle, on rentre dans une ère où l'interdisciplinarité va être un des mots-clés du jeu. Ça devient plus complexe et on propose des solutions qui elles-mêmes sont de plus en plus complexes. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'air, de qualité d'air et des contributions qu'apporte mon robot. Le titre m'a été amicalement suggéré par Olivier d'EDF. Je trouve ça bien. Une petite lumière au service d'une grande cause. Et j'essaierai en fin d'exposé d'expliquer pourquoi. J'ai utilisé des données pour essayer d'aller un petit peu plus loin, pour essayer de donner des chiffres sur la qualité de l'air, mais j'utilise aussi des données du CSTB, de gens qui sont des spécialistes, comme l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer d'être le plus précis possible. Bien sûr, on a des données que l'on produit nous-mêmes chez Partnering Robotics et qui sont ici de différentes collaborations avec les laboratoires. Je vous les remercie un petit peu tout le long. Vous devez savoir qu'on passe 90% de notre temps en moyenne dans des environnements intérieurs où malheureusement l'air est 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Je dis 10 fois, j'aurais pu dire 50 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Ça aurait été exact, tout dépend du type de polluant dont on parle. Mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est réel maintenant et qui est un phénomène mondial.
Et puis ça a des répercussions sur nos organismes, sur nos santé, ça réduit nos espérances de vie, c'est la 4e cause de mortalité. C'est formidable d'avoir un professeur qui s'occupe de certains patients avec des pathologies, mais il faut aussi des solutions pour l'ensemble de la population et des solutions qui soient dans des environnements écologiques, moins préprogrammés, moins conçus, parce que ce sont dans ce type d'environnement que l'on vit. Et puis on sait qu'une mauvaise qualité de l'air, ça réduit aussi notre concentration, ça crée certaines pathologies, ça crée des tout. Bref, vous devez savoir tout ça et je n'ai pas trop voulu m'attarder dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup de chiffres qui existent. Et puis, la qualité de l'air, c'est franchement une des problématiques les plus complexes que j'ai eu à rencontrer. Ça fait 25 ans que moi, je participe à des aventures technologiques, le lancement des premiers smartphones, la création des premiers réseaux XDSL, des premiers réseaux photoniques, des TV connectés pour des grands groupes. Et puis là, je voyais la qualité de l'air il y a un peu plus de 10 ans causer des problèmes, en causer de plus en plus, puis pour des raisons personnelles, mais aussi en tant que chercheur, j'avais différents intérêts à voir comment on pouvait apporter une solution qui améliore les choses. Et j'ai vraiment découvert que, et le professeur le disait aussi tout à l'heure, c'est vraiment une problématique complexe. On est dans des environnements, on a rendu les bâtiments de plus en plus étanches pour des raisons d'efficacité énergétique, mais on se rend compte qu'il y a plein de facteurs, j'en ai listé plus d'une quarantaine en parcourant plus d'une dizaine de thèses. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui nuisent à la qualité de l'air intérieur. Ça vient des bâtiments, ça vient de l'utilisation des bâtiments, ça vient de l'extérieur, de l'angulation, du vent. Bref, et puis ça vient de phénomènes qui créent d'autres phénomènes, ce qui rend les choses un peu plus complexes. Des convections qui créent des phénomènes notamment de strates d'air, une centrale d'air qui elle aussi tourne à l'aveugle, qui induit des aéroliques qu'il est de plus en plus difficile de comprendre. Tout à l'heure, on avait l'exemple de modélisation, mais c'est sur une pièce, imaginez sur un grand étage, sur des bâtiments, il y a vraiment des vraies complexités technologiques et on ne peut pas dire que ce soit une problématique qui soit simple à aborder. Mais aujourd'hui, ce que l'on a dans les bâtiments, et ce qui nous aide, c'est l'apport d'air neuf. On a la centrale d'air, la CTA. Mais on se rend compte aussi que cette CTA tourne à l'aveugle. Elle a des capteurs qui ne sont pas forcément bien situés. Il y a des règles de programmation qui sont à l'intérieur de ces machines, qui ne sont pas forcément bien adaptées. C'est une machine qui a un traitement global, mais lorsqu'on regarde cette modélisation, on a du mal à comprendre où elle agit globalement. Et puis il y a des questions, on a une époque quand même où les questions d'efficacité énergétique comptent, et on sait que cette centrale d'air qui tourne 7/7, H24, brûle beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'étais vraiment dans une logique de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter les choses en matière de bien-être, de qualité de l'air, et d'aller plus loin que ce qu'apporte la CTA, des terminaux fixes, des épurateurs fixes, un IoT dont on ne sait pas vraiment ce que mesurent parfois les capteurs. On nous dit qu'il va y avoir des milliers de capteurs par bâtiment. Lorsque je discute avec des professionnels, des gens me disent, mais qui va faire la maintenance de ces capteurs? Qui va les recalibrer? On sait que les capteurs, malheureusement, au bout de 1, 2, 3 mois, perdent en précision de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à ces phénomènes-là? Donc, on a des vraies questions. Et donc, je suis arrivé à me dire, tiens, on n'arrivera pas à avoir une solution parfaite, parce que je crois qu'elle n'existe pas. Comme le disait tout à l'heure le professeur, il y a des erreurs à ne pas faire. Tout nettoyer, déjà, c'est d'un point de vue théorique et pratique irréaliste. Mais ensuite, ce n'est pas la solution parce que ça crée des effets cocktails qui vont être encore plus dangereux. Donc, il faut être raisonnable et, je pense, à notre époque, tenter de proposer des solutions d'amélioration continue incrémentale. Alors, la qualité de l'air, ça me passionne parce que je vois plein de gens qui souhaitent développer des solutions pour aller sur Mars, pour aller dans l'espace. Mais moi, lorsque je regarde de près et lorsque je demande aux gens, est-ce que vous savez dans quelles conditions atmosphériques vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans les pièces dans lesquelles vous travaillez, vous dormez, vous vivez, on se rend compte que voilà, l'information n'est pas présente et que la perception, souvent, est fausse. Donc, voilà, j'ai voulu travailler sur ces différentes problématiques. Ils sont la qualité de l'air, la compréhension, l'information,
de l'information en temps réel, mais aussi améliorer la perception. Et je pense que tous ces facteurs-là sont concomitants pour arriver à produire des informations qui peut-être vont nous aider à créer des améliorations. Moi, ma réponse, comme voilà, chacun a son domaine, dans l'interdisciplinarité, on a tous un champ, on est à l'aise. Moi, c'est de créer des technologies. J'ai donc inventé ce robot Diawan et la dernière version Diawan X, qui est un robot, l'ancêtre de R2. Moi, ça me fait marrer de dire ça, donc voilà. Et là, c'est bien, mais R2, c'est pas mal aussi. Et puis, il existe émotionnellement dans l'esprit des gens. Et ce que fait ce robot, qui fait 1 mètre, c'est une taille qui n'est pas anodine, c'est qu'il est capable de se déplacer, comme vous le voyez là. Donc, on l'emmenait, il n'a pas beaucoup d'espace, mais voilà, il trouve son chemin. Il est doté d'une intelligence artificielle assez intéressante. C'est une intelligence artificielle neuro-inspirée. Ça veut dire qu'on a recodé des réseaux de neurones artificiels et puis on utilise des algorithmes de programmation qui s'inspirent des mécanismes biologiques qui permettent à ce robot d'avoir le comportement de certains mammifères, notamment le petit rat ou même le comportement d'un être humain, sur lequel, grâce à sa petite caméra, comme nous on prend l'information avec notre œil pour avancer sans avoir une carte figée de l'environnement dans lequel on évolue, le robot, lui, va pouvoir prendre de l'information, des points visuels, se bâtir sa propre carte topologique et donc construire sa propre carte à mesure qu'il évolue. Il comprend les environnements émergents et ça lui permet d'éviter les gens, les obstacles et d'avoir une navigation qui est fluide, contrairement à ce que les autres robots sont capables de produire. Alors ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est une première mondiale. C'est la seule intelligence artificielle française, fonctionnelle aujourd'hui, qui soit présente sur le marché. On est plutôt ravis de ça. Ce qui est intéressant aussi avec ce robot, Diawan, et son IA, c'est qu'il peut faire une vraie performance pour un robot. Il est capable de se déplacer dans des environnements de 500 jusqu'à 1000 m², mais on est en train de monter la barre. Donc il est vraiment capable maintenant d'aller dans des grands environnements. Et c'est un robot qui est produit 100% en France. Ça aussi, c'est un point qui n'est pas trivial. À une époque, on explique que l'innovation vient des États-Unis ou de la Chine. Et je voulais faire quand même une petite comparaison analogique pour vous. Vous avez peut-être entendu parler de ces intelligences artificielles qui sont capables de battre l'homme au jeu de Go ou au jeu d'échecs. Eh bien, ces intelligences artificielles sont intéressantes. Mais finalement, ce sont des gros calculateurs qui sont fixes, qui utilisent des processus de calcul qui sont assez figés. On connaît la base de probabilité, on connaît la base de coût, et à ce jeu-là, l'ordinateur est fort pour aller taper dans la base de réponse qu'on lui propose. Et puis, c'est un système qui a besoin d'être connecté, parce qu'il a besoin de pomper dans tellement de ressources qu'à un moment donné, voilà, il a besoin d'aller taper dans la ressource disponible. Diawan, lui, fait différemment. Il a des réseaux de neurones, donc il va essayer de prendre de l'information, mais il va aussi utiliser de l'information passée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça lui permet d'avoir cette compréhension des environnements dynamiques. Il fonctionne en mode local, donc il n'a pas besoin d'avoir des connexions sur le cloud qui requièrent de l'énergie et qui requièrent des systèmes technologiques. Et puis, c'est un système qui est très flexible, qui est très ouvert. Donc, en termes de performance, ça vous permet de comprendre qu'il y a différents types d'IA et que chaque IA, finalement, va pouvoir répondre à certaines problématiques. Alors, on a un robot, on a de l'intelligence artificielle, il est capable de se déplacer, mais vous allez me dire, Ramesh, qu'est-ce qu'il fait, ce robot? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui, il mesure de façon continue, il est équipé de réseaux de capteurs, pour la qualité de l'air, bien sûr. Il est aussi capable de comprendre ce qui se passe donc au niveau du CO2, ozone, composés organiques volatiles totaux, particules fines. Il a aussi l'humidité, la température qui joue sur la qualité de l'air. Et puis on l'a doté de capteurs aussi sur tout ce qui est niveau sonore et niveau luminosité, parce que finalement, tous ces indicateurs physiques concourent au bien-être réel, physique, dans les environnements intérieurs. Donc le robot va être capable comme ça de mesurer sur les endroits où il passe. Mais il ne fait pas que ça. Il va être capable, et là je vais faire attention au mot que j'ai employé, mais c'est le mot technique qui est utilisé par nos docteurs en chimie, il répare l'air. Diawan répare l'air. C'est vrai qu'il y a des vrais combats de chapelle entre les spécialistes de l'air. Vous dites purification, c'est dangereux.
vous prenez un flot de remarques assez impressionnant, vous dites épuration, vous êtes toléré. Il est entre les deux. Vous voyez, chaque docteur dans son domaine est quelque part une sorte d'ayatollah des mots, de la sémantique, de la représentation du mot. C'est intéressant. Les chimistes m'ont donné ce mot réparer, je me le suis approprié. Voilà, donc Diawan répare l'air. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait lorsqu'on en a besoin et il est capable de moduler sa stratégie. Ça veut dire qu'il peut avoir aussi une stratégie d'amélioration continue de la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est un apport extrêmement intéressant. Alors, vous allez me dire, Amesh, c'est bien d'être un inventeur, de se dire, tiens, on va essayer de faire une contribution sur la qualité de l'air, mais après, il faut rencontrer les gens qui sont les référents du domaine, c'est important. Alors on a, bien sûr, comme tout scientifique, on accepte l'épreuve du feu. Donc on a parlé à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui nous a expliqué que le CSTB était un acteur intéressant en France et en Europe sur les travaux scientifiques du domaine. On les a rencontrés et puis en tant que scientifiques, ils ont dit très bien Ramesh, on va prendre ton robot, on va le décortiquer dans tous les sens. On veut comprendre comment il est fait, on veut comprendre sa réelle capacité de ventilation, de traitement, de réparation de l'air. On veut comprendre sa vraie capacité de mesure des phénomènes, capteur par capteur, effet par indice par réseau de capteurs. Et puis aussi, on veut comprendre, lorsqu'on a introduit des pollutions, qu'est-ce qu'il est vraiment capable de réparer? À quelle vitesse? Avec quelle efficacité? On a envie de comprendre ton robot à partir de quel seuil il est efficace. Où doit se positionner le robot? À quelle distance des personnes? À quelle distance des sources de pollution? Bref, ils ont fait leur travail. Ça a pris plus de 2 ans. Pour une jeune entreprise, ce n'est pas un temps neutre, je tiens à le dire, mais on a fait le job. Et on a pu, derrière, avoir maintenant des résultats scientifiques de ces tests dont on est très fiers. Et on a fait les adaptations nécessaires pour arriver à ces résultats-là. Notamment, en termes de traitement de l'air, on a pris aujourd'hui ce qu'il y avait de plus performant. Nous utilisons les filtres d'un partenaire que nous avons adapté, qui est leader mondial de la filtration de l'air, qui s'appelle Camfil. Et nous avons choisi leur filtre absolu, qui est le même qu'il y a dans les salles d'opération, qui nettoie énormément. Alors les chiffres, 99,95% et autres, on fait toujours attention maintenant, tout dépend des positionnements. Mais en tout cas, il mesure bien et il est capable d'avoir un effet sur l'amélioration de la qualité de l'air, et cela de façon continue. Alors, que je le dise est une chose, les responsables du CSTB ont été finalement intéressés par ce changement de paradigme, où vous avez un système global qui est la centrale d'air, où vous avez un robot qui est au plus près des personnes, qui se déplace, qui identifie les sources de pollution et leur diffusion. Ça a été intéressant de présenter toutes ces données, de voir nos apports qu'ils ont quantifiés, et ils ont présenté le robot à Pollutech et à Batimat. Ils ont fait une petite vidéo courte que je vous invite à découvrir. On a simplement mis notre logo sur leur travail, il fallait bien qu'on existe un peu visuellement. On parle beaucoup de pollution de l'air extérieur dans les villes, dans les rues. On pense moins souvent à la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, des bureaux, des logements et tout lieu accueillant du public. Pourtant, la qualité de l'air intérieur se dégrade aussi, pouvant provoquer maux de tête, baisse de concentration, sensation d'inconfort à l'origine de diverses pathologies. Pour progresser sur ce sujet, le CSTB a accompagné Partnering Robotics dans l'évaluation des performances du robot Diawan qui détecte la pollution et traite l'air intérieur. Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Selon un programme prédéterminé, le robot est capable d'effectuer en temps réel dans un espace donné toutes sortes de mesures qui s'affichent sur son écran. Particules, ozone, COV, CO2, température, humidité relative. Diawan traite et filtre l'air si nécessaire. Diawan peut se déplacer et agir discrètement dans les environnements intérieurs, les logements, les écoles, l'hôpital, les bureaux, les musées.
Il interagit avec les occupants pour améliorer leur confort et leur santé et contribuer au bien-être de chacun. Et ça fonctionne. Depuis des années, le CSTB est un acteur clé dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, au service des professionnels et des citoyens. Voilà, donc on a un robot qui se déplace, qui mesure, qui répare, qui améliore les choses sur la qualité de l'air intérieur, mais il ne fait pas que ça. Il crée aussi des réservoirs dynamiques de données. C'est important parce que finalement, pour jouer sur la perception, la pollution, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Voilà. On avait besoin d'outils visuels qui permettent aux gens de comprendre le travail effectué par le robot. Alors, bien sûr, il a un petit écran, on peut regarder en temps réel sur l'écran du robot, mais on voulait avoir des systèmes qui permettent finalement de faire parler la donnée et qui soient faciles à comprendre. Donc, on a travaillé aussi avec le CSTB, avec cet écran qui complète le robot, qu'on a appelé le Diaboard, qui est en fait un écran informationnel sur lequel vous allez pouvoir, en un clin d'œil, avoir un repère visuel avec un nombre de feuilles, et vous allez savoir où vous en êtes au niveau de la qualité de l'air, du confort, du bien-être. Donc, la qualité de l'air, finalement, lorsque le travail est bien fait, lorsque les mesures sont bonnes, lorsque les capteurs ont été choisis avec précaution, lorsqu'ils ont été validés, ça nous permet d'avoir des indices visuels que l'on peut partager avec les gens. Donc, on partage ces bases de données brutes, mais aussi ce type d'outils. Mais on a été plus loin, puisque sur la partie modélisation, dont parlait le professeur tout à l'heure, c'est important aussi de comprendre, d'avoir des cartes visuelles de ce que j'appelle la météo intérieure. Et c'est assez marrant, c'est assez fascinant. C'est une belle première mondiale dont on est fier, parce que finalement, le robot, lorsqu'il passe, va actualiser sa base informationnelle des informations de l'environnement. Là, vous avez un exemple sur l'indice de luminosité. Il détecte les luminosités, il va circuler, il va actualiser en temps réel la base de données. Et on peut proposer des représentations 2D, 3D. En 3D, ça mange beaucoup de ressources, donc après, ça fait tourner un peu les serveurs. Mais vous avez, voilà, comme ça, des outils très clairs, des cartes de la météo intérieure qui vous permettent d'avoir des représentations de ce qui se passe dans vos environnements. Et bien sûr, on peut le faire sur l'ensemble des phénomènes, on peut le faire sur l'air, on peut le faire sur le confinement, le confort. Vous pouvez vraiment choisir ensuite vos variables. Au-delà de ça, on a aussi une plateforme de supervision qui vous permet de comprendre, d'avoir les courbes, les données, d'avoir, je dirais, tous les indices, les paramètres sur ce que le robot est en train de faire, son positionnement, sa situation. Ça permet de créer un univers de service sur la qualité de l'air qui est complètement, je dirais, ouvert et intéressant à voir. Puis bien sûr, on peut imaginer des systèmes où vous avez les données du robot, vous pouvez les agréger, les mélanger avec d'autres types de données pour avoir d'autres informations, faire plus de prédictifs. Tous ces éléments technologiques, on est assez fiers, on les a développés en interne dans notre jeune entreprise. Donc on a une certaine maîtrise d'un outil qui nous permet derrière de proposer d'autres fonctions, comme par exemple la capacité à intégrer les données provenant des personnes. Vous pouvez dire, on me dit qu'il fait dans cette pièce 21 degrés, mais moi j'ai froid. Ou en tout cas, à l'endroit où je suis, j'ai froid. J'aimerais le faire remonter. Donc on a des systèmes comme ça d'interaction qui sont en train de naître entre les occupants des bâtiments, les personnes, et ces outils technologiques. Et on démarre avec des groupes de recherche, notamment avec le LIB de Grenoble, sur lequel j'ai la chance de porter cette chaire en robotique et éthique. Et on essaye de comprendre les interactions entre ce type de plateforme, les robots, les personnes et d'autres systèmes technologiques. Donc on essaye de vraiment comprendre où va se situer cette densité d'interaction et surtout comment la designer, comment l'imaginer. Parce que bien sûr, tout à l'heure, il y avait une question sur le design, c'est extrêmement intéressant. Mon robot n'a pas cette forme-là par hasard. Il y a aussi des groupes de recherche qui s'occupent du design. Il y a des belles écoles françaises qui font des designs et qui sont capables de produire de tels résultats. Donc on est en mode apprentissage, découverte, mais on a un premier niveau que je qualifierais de niveau 0 aujourd'hui sur les interactions. On va être capable de monter la barre dans le temps. Donc fondamentalement, ce qu'on a inventé, c'est donc un produit, des premiers services, mais on a été plus loin. En fait, Dia-One, ce que vous voyez ici, c'est une plateforme ouverte de services. Ça veut dire qu'on est capable d'ajouter du hardware, l'espace et les services ont été prévus pour,
du software pour produire d'autres données, d'autres services, bref, enlever d'autres cailloux dans la chaussure. On a des personnes dans différents endroits, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les musées, dans d'autres types d'environnements intérieurs qui nous demandent comme ça d'explorer avec eux pour développer des use cases. Et on a eu les Galeries Lafayette qui nous ont dit, mais tiens Ramesh, ce serait marrant de voir ton robot qui serait dans le magasin et de voir ce qu'il pourrait avoir comme apport. Alors on a commencé, ils ont testé le robot, puis ils se sont dit, tiens, mais ça fonctionne bien, on va le mettre là où il y a du public, là où on vend, c'est notre core business. Donc voilà, c'est des établissements recevant du public, c'est un peu le terme. Voilà. Et ils nous ont dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait utiliser les données du robot pour parler avec la centrale d'air? Mais aucun problème, on a une plateforme ouverte, on est agnostique à toutes les formes de protocoles. Donc on a développé la mécanique pour parler en créant un nœud qui parle à la CTA. Et on s'est rendu compte qu'on faisait d'énormes gains énergétiques. Et il y a eu une belle vidéo faite par TF1 là-dessus, parce que finalement, on peut voir ce robot comme un gros réseau de capteurs mobiles. Le robot se déplace dans l'environnement, il prend ses mesures, température, CO2, et ainsi de suite, niveau de bruit, et puis il va dire à la centrale d'air, la qualité de l'air est bonne ici, tu n'as pas besoin de tourner à 100% en mode aveugle, tu te mets à 95%, 90% en créant de la modulation pour les clients, pour les bâtiments, cela crée d'énormes gains énergétiques. Donc on a vraiment une solution concrète qui travaille sur les systèmes technologiques, qui travaille à l'amélioration du global local, et avec le CSTB, lorsqu'on a fait des mesures, on s'est rendu compte que lorsque le robot coopérait avec la centrale d'air, on avait une amélioration de 50% de l'efficacité sur le temps de traitement et sur l'efficacité du traitement. Donc vous voyez que ces petits outils incrémentaux permettent progressivement de faire monter la barre. On y va au rythme où l'on peut, on est une jeune entreprise. D'ailleurs, on est en train d'ouvrir notre capital, c'est notre seconde levée de fonds, petit message personnel. Mais voilà, on développe des capacités, on a plein d'autres idées pour monter la barre, on est plutôt fiers de tout ça. Je ne vais pas décrire un peu parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais sachez qu'on a une vraie réflexion pour monter la barre en termes de qualité de l'air, et on ne travaille pas que sur le retour d'expérience, parce que les gens ont envie de tester le robot, de l'avoir, de voir ce que ça améliore, mais on a aussi maintenant des premières données sur un retour sur investissement. Donc on voit qu'on a une époque où les gens ont envie d'avoir des objets technologiques modernes qui pétillent, qui ont l'intelligence artificielle, qui apportent des choses, mais ils ont besoin aussi de montrer que pour l'organisation, il va y avoir des bénéfices économiques. J'ai trouvé cette petite image qui me fait marrer, mais ça fonctionne bien. Pour le prix d'un café par personne par jour, vous pouvez avoir mon robot. On produit tout en France, donc on a une solution un peu innovante, mais la mathématique fonctionne. En fonction des lieux, parfois c'est le prix d'un café près des Champs-Élysées, parfois c'est le prix d'un café à côté de la machine du bureau, mais ça fonctionne. Et ça va permettre aux gens d'avoir rapidement Diawan, je le souhaite, qui se diffuse dans plein de comptes. Et on est le seul robot aussi, alors pour moi c'est de l'importance, qui a passé la norme CE. Ça veut dire que le robot tient la route technologiquement, et je vous le dis, quand vous essuyez les plâtres pour développer une norme, c'est une vraie expérience. On a passé les tests électromagnétiques, de sécurité électrique, de sécurité physique. Des robots ont été retirés aux États-Unis, à San Francisco, où les gens se targuent d'être en avance. Ils ne se sont pas dit, tiens, à un moment donné, quand il y a des gens autour, c'est quoi la notion de sécurité physique? À quelle vitesse un robot peut se déplacer avant d'être considéré comme potentiellement dangereux? On a pris ce challenge-là, 2 ans et demi, ce challenge-là. Ce n'est pas un petit challenge. Et puis on est aussi très fiers d'avoir le label Origine France Garantie. On est le premier robot à l'avoir, mais ça fait partie des petits combats sur lesquels on milite. Intelligence artificielle française, robots produits en France, on veut créer des emplois en France. Alors, on a un ou deux premiers use cases, mais on veut apprendre encore. On a la chance d'avoir quelques grands comptes qui s'intéressent à nous, notamment Malakoff Médéric, qui s'est dit, tiens, si ce robot permet de réduire le nombre de jours d'absentéisme ou d'améliorer les performances des gens au travail, le bien-être, est-ce qu'on va pouvoir développer un business model ou des offres pour nos clients? Donc on est en train d'expérimenter avec eux. On le fait aussi avec nos amis de la SNCF qui se disent, tiens, les données dans les gares, à un moment donné, est-ce qu'on va monter la barre en termes de localisation? Ce robot, il a différents dispositifs de captation de l'information, il est capable d'hyper-localiser l'information. Sur nos cartes, vous savez tout ce qui se passe mètre carré par mètre carré. C'est une belle première mondiale et on peut encore monter la barre. En termes de performance de données par rapport à un monde de l'IoT,
j'ai des modèles qui montrent qu'on est plus de 15 000 fois plus performant en termes de coûts de données. Donc, on a vraiment des outils avec cette plateforme pour batailler et pour créer d'autres use cases. On essaye aussi de collaborer avec les acteurs sur la qualité de l'air. On a commencé avec le CSTB. On a participé aussi au lancement de l'Air Lab, de Air Paris, spécialisé dans la qualité de l'air extérieur, mais qui comprennent l'importance de travailler sur des concepts comme l'exposome, intérieur, extérieur, avoir un suivi, une traçabilité du parcours des personnes. Quel air j'ai respiré dehors lorsque j'arrive à l'intérieur? Est-ce qu'en montant là-bas, on peut augmenter les mécanismes de prédiction de l'information? Donc voilà, on est en train comme ça de coopérer avec les acteurs et on espère aller plus rapidement aussi avec Air Paris. On est en pleine discussion. Mais on ne s'arrête pas là. On va annoncer d'autres choses en termes de progrès technologiques. On est des innovateurs. Il y aura Vivatech, qui est le plus gros salon technologique français et européen, qui a lancé sa première édition il n'y a pas très longtemps. Ça s'est très bien passé. Ils reviennent cette année et on y sera pour parler d'un système qui va être complémentaire à Diawan. Diawan, lui, fonctionne sur les grands espaces, les open space, les musées et autres, mais parfois les gens me disaient, écoute Ramesh, on a des petits bureaux, des petites pièces, il faudrait une solution à base d'IA sur laquelle tu pourras avoir la même capacité de traitement. Donc on va présenter ce module qui va être complémentaire à Diawan et qui va permettre là aussi d'augmenter, je dirais, la capacité de traitement, mais aussi les segments de marché et en tout cas apporter du bien-être à d'autres populations. On a assez bien identifié maintenant l'écosystème. On porte ce message de la French Fab. On en est ravis. C'est important pour moi, comme je vous le disais. Les acteurs se mobilisent. On est de plus en plus connus, donc j'ai un peu passé. La région Île-de-France, la qualité de l'air, ça commence à devenir de plus important. On essaie vraiment de travailler avec tous les partenaires. Et on se rend compte de quelque chose. C'est quand vous faites émerger ce type d'objet qui n'existait pas, qui est finalement un objet nouveau, pour des marchés qui n'existent pas réellement encore, qui sont en train d'émerger, qui se structurent, on a des réactions, parfois des interprétations assez marrantes. Un journal scientifique, Science et Vie, nous a dit tiens, on aimerait faire un article sur le robot. Je me suis dit, ils vont parler de mes modèles, ça va être génial. Ils vont vraiment dire Ramesh, t'as monté là-bas, trop fort et tout. Pas du tout. Bon, ils ont dit ça, oui, j'en étais très fier, mais surtout, ils ont proposé quelque chose que je trouve génial. Ils ont mis mon robot à côté de Wall-E, qui est le robot, je ne sais pas si vous le connaissez, de Walt Disney, qui est un robot qui s'occupe des déchets de la planète, qui est un robot écolo. Et ils ont mis mon robot à côté, et finalement, j'ai trouvé ça super marrant, cette idée que les robots peuvent apporter du bien-être aux personnes, que les robots ne soient pas forcément des Terminators ou des Sony de iRobot. Vous savez, on a toujours une vision où les robots arrivent, nous détruisent, où l'intelligence artificielle va bientôt nous détruire. Mais oui, tout ça, c'est très sérieux, parce que je pense que vous avez compris que l'IA de DIA, demain, on peut monter la barre, on peut faire des choses, mais moi, j'ai fait des choix. Et dans les choix personnels que j'ai fait le choix d'avoir des robots qui ne soient pas humanoïdes, qui ne soient pas animaloïdes, qui ne remplacent pas les gens, qui ne les déclassent pas, de créer des services qui fassent du bien aux personnes, du bien à la planète. La gestion d'énergie, c'est super important, qui créent des jobs. Et j'étais très fier, l'année dernière, lorsque le PDG d'une des plus grandes boîtes technologiques du monde a décidé d'arrêter les investissements dans ces robots qui font peur à leurs clients. Ils ont dû avoir la réaction des clients pour se rendre compte que tout le monde flippait de ces robots qui ressemblent à la Terminator. Alors franchement, parfois, c'est vrai qu'il faut explorer, mais il y a parfois un peu de bon sens quand même, on peut y arriver, et en écoutant aussi quelques chercheurs qui depuis pas mal d'années signalent quand même qu'il y a des risques qui sont assez forts. Donc il faudra qu'on apprenne à vivre avec ces technologies, des robots, de l'intelligence artificielle, mais ce qui me paraît important fondamentalement, c'est qu'on le fasse pour le bien de l'humanité et des personnes. Et mon robot a été classé solution COP21, ce dont je suis très fier parce qu'on lutte finalement contre deux effets du réchauffement global, la dégradation de la qualité de l'air, et puis on essaye d'améliorer les choses en termes de gestion d'énergie. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un robot qui est présenté au G20, Barack Obama qui contraste un peu avec Donald Trump, je n'ai pas développé. Mais finalement ce robot, Diawan, le titre c'était une petite lumière. Alors pourquoi? Parce que vous l'avez probablement compris, je suis français mais d'origine indienne, né à l'île Maurice. Et Dia en hindi, ça veut dire la petite lumière. C'est la petite lampe du humble. Et donc j'ai voulu faire un clin d'œil à mes deux cultures, parce qu'une des périodes que je trouve fantastiques dans l'histoire de France, c'est le siècle des Lumières, où la France
et conquérante. Et puis moi, avec mon robot, DIA, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle DIA, on parle de DIA, bon, c'est pas très... Voilà. Il y a des petits codes comme ça. Mais c'est quand même une contribution et j'espère que ça nous permettra, avec cette petite étincelle, de rayonner un petit peu partout et de mettre le nom de la France un peu à l'honneur voilà, sur la planète. Voilà ce que je voulais partager avec vous en une quinzaine, une vingtaine de minutes aujourd'hui. Un grand merci, Ramesh. Là, vous continuez à faire monter en puissance la matinée. Eric, il va falloir rassurer derrière. Hein. Bon courage. Hein. Et puis Alain et Thierry également. Une question ? Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas de questions qui émergent. Oui ? Vas-y, Corinne. Tiens, je te passe le micro. Parce que tu es enregistré. Hein. Oui. Oui, bonjour. Je me demandais comment il était alimenté, combien d'énergie il consommait et combien de temps il pouvait rester comme ça à se promener dans la salle. Ok, bonjour, merci de la question. Donc, DIA One a une batterie qui lui permet de faire une journée de service. C'est une des plus belles aujourd'hui capacités de la planète. Il peut fonctionner en fonction du service que vous lui demandez entre 8 à 12 heures. C'est un robot qui, grâce à son IA, peut aller se recharger tout seul. Et voilà, c'est une batterie 7 ampères, donc on peut faire des calculs assez facilement. Pourquoi on a fait ces choix de batterie ? Parce que les partenaires que l'on avait nous disaient, tiens, le robot se déplace, mais ce serait bien qu'il fasse une journée entière de boulot. Donc on a designé notre système d'intelligence sur la batterie, notre BMS, pour pouvoir l'accompagner sur cette trajectoire. On peut le recalibrer, on peut imaginer des systèmes plus compacts, par exemple, pour aller demain dans les foyers. Je vise nos investisseurs, n'est-ce pas ? Voilà, on a une certaine flexibilité en termes de gestion de l'énergie du robot. Autre question ? Olivier. Bonjour, je voudrais savoir si dans les évolutions que vous prévoyez, il y allait avoir un peu de reverse engineering, parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment de capter, mais c'est aussi de produire un peu de conseils sur, voilà, si vous changez cette fenêtre, si vous changez la taille de ce filtre, si vous changez un petit peu la disposition des meubles dans la pièce, eh bien vous allez gagner quelque chose sur ce que j'appellerais des doses de contamination, hein, d'air pollué, etc. Est-ce que ça, c'est un petit peu, si je fais le lien un petit peu avec la première présentation, est-ce que grâce à votre robot, on va pouvoir refaire de la modélisation sans modéliser finalement, mais juste en captant des données et en les remettant en forme pour donner un peu plus de conseils d'aménagement intérieur ? C'est une excellente question. Écoutez, je pense que c'est une plateforme ouverte. On a un outil sur lequel il y a un potentiel quasi infini d'usage. Je pense que ça peut faire partie des usages. Je parlais tout à l'heure de mélanger les données, mais ça peut être aussi de développer son IA demain, mettre d'autres modules de reconnaissance visuelle pour pouvoir avoir des captations qui permettent des interprétations. Ça renforce dans le modèle la coopération pour laquelle je milite, entre les outils modernes et puis l'analyse des personnes. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de tout faire. De ce que vous avez exprimé, c'est très compliqué. Vous avez dit en une phrase beaucoup de choses. Faire des préconisations, des conseils. Même en matière d'IA, je ne pense pas que les développements permettent de supporter tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ouvre des portes de coopération entre un outil que l'on peut ajuster en fonction de son métier et des gens qui vont avoir des contributions majeures pour aussi apporter leur expertise. C'est plutôt comme ça que je verrai les choses, parce qu'en termes d'IA, je vois mal un robot totalement apprenant être capable de réaliser l'ensemble des tâches dont vous avez parlé. Cette forme ouverte, ça veut dire que vous accueillez des développeurs un peu de tous horizons pour mettre des modules, développeurs qui vont être maîtres de ce qu'ils font, propriétaires de leur pays, etc. Alors, ça veut dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'on a créé ce qu'on appelle un SDK, Software Development Kit, qui permet aux gens de développer plus de services. Ensuite, il y a quand même besoin de valider les fonctions maîtresses du robot. On ne le laisse pas partir comme ça dans la nature. Les gens développent, font des propositions de services et on les valide. On valide que ça fonctionne bien et que ça n'altère pas l'intégrité des mécanismes du robot. Mais oui, en phase 1, on a fait une ouverture software. Mais oui, on vise très clairement de donner la possibilité à l'écosystème, à partir de cette plateforme, d'inventer leur propre service et leur propre robot.
Une dernière question? Bonjour, deux petites questions de détail. Quelle est sa précision en localisation? Et ensuite, est-ce qu'il tient en rayonnement ionisant? Alors, en termes de technologie, on a fait le choix de la filtration. En termes de précision, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question d'ailleurs, vous me le direz. En termes de localisation, aujourd'hui, on est sur un mètre carré parce qu'on estime que le robot a un diamètre de 50 cm. Ça lui permet d'avoir une surface utile. On pourrait réduire, faire de moitié par exemple. Bon, déjà on monte la barre hein, parce qu'il faut quand même avoir la taille de l'objet physique. On a des mécanismes de sécurité aussi, de contact avec les personnes, l'environnement. Donc 1 mètre carré, 1,5 mètre carré, ça pose pas de problème. On peut même augmenter les modèles TCLR pour avoir un peu plus d'informations sur différentes strates. Donc en termes de précision, voilà, on peut aller. Sur la deuxième partie de la question, sur la ionisation, vous pouvez repréciser, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu. Quelle est sa tenue au rayonnement ionisant pour une éventuelle application dans nos centrales nucléaires? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question-là. Ok, mais vous avez parlé de On n'a pas CEM tout à l'heure, c'est pour ça que je me demandais si vous aviez Oui, testé mais d'autres les types de environnements- rayonnement. Les environnements dont vous parlez sont des environnements très spécifiques. Nous, Certes. aujourd'hui, on est calibré sur les normes. Je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai une demande, par contre, de monter un capteur pour pouvoir mettre le robot dans les centrales d'énergie, pour qu'il puisse mesurer les radiations, faire une sorte de compteur GGR mobile. Si j'ai du financement, on peut faire ça sans problème. Ok, merci. Ok. Bonjour. J'ai vu le petit café avec le smiley dessiné à la forme du robot. Vous le louez ou vous le vendez, le robot? Et quel est votre plan de développement? Vous en avez loué combien? Vous comptez en louer combien dans les années à venir? Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui est liée. Vous avez évoqué pour un de vos clients le fait qu'il avait besoin de chiffrer, je crois que c'était un promoteur, il avait besoin de comprendre combien ce robot allait pouvoir apporter à ses salariés en termes de productivité, en termes de diminution de jours d'absentéisme. Vous avez cité un slide sur ces chiffres-là. Est-ce que vous êtes en mesure de dire concrètement ou de prédire le taux de réduction d'absentéisme, de gain de productivité en fonction justement de cette qualité de l'air que vous allez améliorer? Je vais essayer de vous répondre avec précision. Alors, le business model, aujourd'hui, le robot, on ne le vend pas. On le met en mode robot as a service, donc en leasing. On ne vend pas des robots, on vend des services faits par les robots. Et vous avez différentes options et vous construisez vous-même votre prix. C'est pour ça que je parlais de différents prix de café aujourd'hui, mais la mathématique fonctionne pour le prix d'un café par personne par jour. Vous pouvez avoir mon robot. Sur la deuxième partie de votre question, on a des études de recherche qui montrent qu'une mauvaise qualité de l'air dégrade les performances cognitives et dégrade les capacités de production des personnes. Ça va de 6 à 15%. Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres données que ces premières données de recherche? Nous n'avons pas encore construit d'autres données. Par contre, avec Malakoff Médéric, nous sommes en train de procéder à des expérimentations pour pouvoir mieux quantifier ce qu'ils appellent, je reprends leur terme, des KPI, des indicateurs de performance, de façon à avoir plus d'indications sur le nombre de jours d'absentéisme, l'impact et autres. Mais ce sont des données qui restent à construire. Tout à l'heure, le professeur a dit, écoutez, moi je manque de données. On est tous en train d'essayer sur cette problématique complexe d'avoir des indicateurs les plus précis possibles, mais il faut encore du temps. Pour l'instant, nous savons qu'en faisant ces travaux, nous améliorons les choses. Nous avons pour ça assez de données, pour le dire. Mais ensuite, pour le quantifier et avoir des preuves absolues en termes de retour sur investissement, il faut encore patienter un peu, il faut encore expérimenter un peu et construire la donnée. Donc, je n'ai pas encore les réponses sur cette deuxième partie de votre question. Un grand merci, Ramesh. Je vous propose qu'on arrête là. Merci pour votre intervention et puis merci aussi de nous laisser dire Yawan jusqu'à la fin de la matinée. J'ai compris que ça allait améliorer nos capacités cognitives. On va en avoir vraiment besoin. Hein. On va en avoir besoin. Et merci à toi, Eric, de nous rejoindre.